Donc dans cette vidéo, qui est donc le blog de Lisa, mais une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois. Alors voilà, j'ai eu plusieurs questions depuis quelques temps. Je ne parle pas trop fort, j'espère que la voix ça ira, parce que comme nous sommes en plein milieu de travaux assez importants avec un bruit, voilà, à partir de 8h jusqu'à peu près 19h30, j'enregistre le matin, avant de partir au travail. Voilà, donc je me suis levée une demi-heure plus tôt. 4 heures. Ça sort sur ma tronche, hein, je vous le dis. Voilà. Non, on m'a demandé plusieurs fois par MP, etc., comment je faisais pour l'auto-édition, quelles étaient les étapes qui étaient importantes, qu'il ne fallait pas louper. Et donc en fait, j'ai commencé à faire des petits points, vouloir répondre. Alors j'avais déjà répondu sur des podcasts. Donc sur SoundCloud, sur ma chaîne SoundCloud, il y a plusieurs podcasts qui ont été dédiés à comment trouver une couverture, comment trouver un graphiste, comment travailler avec des correcteurs, voilà, plein de choses. Mais bon, voilà, SoundCloud, c'est pas forcément très connu, en tous les cas pour ma chaîne n'est pas très connue, puis les gens n'ont peut-être pas envie de remonter sur 1 an ou 2 ans pour voir ce que j'ai fait. Donc j'ai noté quelques petites questions. Et je suis arrivée à 15 points. Alors on va aller très très vite parce que si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, vous me mettez des commentaires ciblés. Donc pour la première fois, je vais monter la vidéo dans le sens où je vais mettre vraiment un chronomètre dessous avec un bandeau, histoire que si par exemple il n'y ait que le point 8 et 10 qui vous intéresse, voilà, vous allez au 8 et 10 et puis c'est tout. Et si vous avez des questions sur les 8 et 10, commentaires, vous me dites question 8, capte rien ce que tu as raconté. Voilà. Donc, on y va, ça va aller, il y a donc 15 points, ça va aller vite. Je vais passer les premiers, hein, parce que je vais vous renvoyer sur certaines vidéos, parce que voilà, on me pose des questions et j'y ai déjà répondu, donc autant que j'abrège. Première question, on m'a dit comment tu as des idées. Bon, ça, je vais vous renvoyer direct, je sais pas où, mais dans les genèses, dans la playlist genèse. Vous verrez sur le livre qui vous intéresse, qui vous interpelle, comment je travaille. Voilà, je ne vais pas redire mon processus de création, j'ai un processus de création qui m'est propre. Je pense que je partage avec d'autres auteurs, on est bien d'accord. Mais voilà, tout germe là-haut. Quand c'est fini, je fais la rédaction et c'est tout. Premier G et le dernier G. Voilà, il n'y a pas d'autre G, il n'y a pas de relecture, il n'y a pas de... C'est comme ça. De création dans ma tête, bon, y a des gens qui se posent la question de ce que ça veut dire création dans ma tête. Je viens d'y répondre, donc genèse. Je vais mettre genèse pendant 20 minutes. 3, rédaction, 1G, point final, oui. Voilà, ça a beaucoup étonné. Je pense que ça vient de certaines personnes qui ont vu la vidéo sur Deva, donc de Perfect Book, l'interview que j'avais faite. Ça les a étonnés et un peu... en disant oui mais il y a plein d'auteurs, il y a quelqu'un qui m'a dit oui mais les auteurs confirmés font plusieurs G, pourquoi toi tu ferais qu'un G? Parce que je fonctionne comme ça, voilà, parce que mon cerveau fonctionne comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas quoi dire. Quand je rédige, tout est déjà fait, donc je vais pas me forcer à faire 10 G, à dire je réfléchis 20 minutes sur ce paragraphe. Non, c'est faux, donc je vais pas mentir. Voilà. 4, on m'a dit patience. Oui, alors on m'a dit, est-ce qu'il faut être patient? Oui. Il faut être patient surtout pour moi. Parce que comme j'ai toujours 2-3 ans, des fois 4, mais 2-3 ans au moment où j'ai fini de rédiger le roman et au moment où il est publié, où il se met dans la file d'attente. Voilà. Donc il y a des romans qui ont attendu 30 ans, hein, celui qui sort l'année prochaine par exemple. Voilà. Mais bon, lui c'est exceptionnel. Mais généralement c'est 2-3 ans. 2-3-4 ans. On va dire entre 2 et 4 ans minimum dans la liste d'attente. Donc ce qui fait que quand je les reprends pour les faire publier, je les relis comme lectrice parce que voilà, et quelquefois je me dis ah ouais, ah ouais, tu as vu ça comme idée. Voilà. Mais oui, il faut de la patience. Il faut de la patience parce que bon, moi je travaille vite, ça va, machin. Mais pour connaître d'autres auteurs pour lesquels c'est plus laborieux, qui restent des mois, voire 1 an ou 2 sur un roman, sur le même nombre de pages que le mien, hein, à reprendre, à remettre, à barrer des choses, à s'interroger sur le moindre mot, la moindre virgule, etc. Et qui sont physiquement
qui ressentent un poids physique hein, aussi à faire ça, il faut beaucoup de patience. Voilà, c'est pas parce que, alors on m'a posé la question, c'est pas parce que vous lisez beaucoup que forcément vous savez écrire. Voilà. Euh, Par contre, si vous savez écrire, vous lisez. C'est automatique. Après, tous les gens qui lisent, oui c'est Hux, tous les gens qui lisent n'écrivent pas, ne sachent, enfin tout le monde sait écrire, enfin c'est pas ça que mais ils ne sont pas capables de faire un roman sur la longueur avec quelque chose qui se tient, etc. parce que c'est pas leur fonctionnement. On peut écrire un journal intime, on peut faire ce qu'on veut, voilà, moi je vous ai toujours dit, écriture, c'est comme la lecture, vous pouvez lire des magazines, vous pouvez lire l'annuaire si ça vous chante, tant que c'est de la lecture, tant que vous lisez, voilà, tant que ça vous fait marcher le cerveau. Après, si votre façon d'écrire c'est uniquement un journal intime ou mettre des mots comme si par-ci par-là sur un carnet ou même sur des feuilles volantes et que vous jetez les feuilles, vous écrivez. Après, écrire des romans et faire ce que j'appelle un œuvre, c'est quand même un mot pompeux. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, un espèce de petit catalogue qui vous est propre, avec plusieurs livres qui sortent régulièrement, c'est une autre démarche. Regardez-moi qui c'est qui vient d'arriver. Il était le petit Ménou à sa maman. Et oui, bien sûr, il met des poils sur le pull de maman qui va travailler. Voilà. Euh, ah ben, vous savez, c'est un petit chat, il aime bien. Donc 5, on m'a dit comment tu fais pour corriger. Je ne corrige pas mon manuscrit toute seule. Premièrement parce que quand je fais le G, je ne relis pas ce que je rédige, hein, jamais. C'est voilà. Ou alors si j'ai un laps de temps de une semaine entre deux rédactions, parce que enfin vous n'êtes pas forcément, c'est que ça. Vous n'êtes pas forcément tout le temps dans le mood. Moi, je travaille le soir. Voilà, je travaille 2-3 heures le soir. Donc, vous n'êtes pas forcément... écoute, non, mais franchement, vous n'êtes pas forcément... dans votre planning, vous n'avez peut-être pas la possibilité tout le temps d'avoir 2 heures tous les soirs. Donc, ça m'arrive d'avoir une semaine entre 2 plages de rédaction. Là, généralement, je lis les 2 dernières pages. Voilà. Hux va remonter, hein, je vous le dis, il a décidé de s'amuser sur ma main. Vous voyez, voilà, monte sur ma main. Voilà, donc c'est... Hux, tu me fais mal, tu me fais mal. Et il y a les animaux. Il a tout ce qu'il faut, hein, vous inquiétez pas, il est pas maltraité. Hux descend sur lui. Donc non, je relis pas, et quand il doit aller à la diffusion, je travaille avec, vous l'avez vu, hein, avec Auto-édition Karinine, donc qui ont un service de correction professionnel. Donc voilà, je paye la prestation pour qu'on corrige mon manuscrit. Alors je prends la correction simple, qui est grammaticale, machin, etc. Parce qu'en fait, il y a une autre qui est plus intense, qui est sur on va dire, qui vraiment vous donne la correction, et peut-être que c'est peut-être ça aussi que certaines personnes attendent le plus, savoir si votre histoire est cohérente, s'il n'y a pas de saut dans le temps qui manque, si par exemple vous n'avez pas mis que tout le monde était en 36 et que tout d'un coup vous les retrouvez en 1800 et puis vous n'avez pas fait attention à ça. J'ai la chance de pouvoir le faire toute seule. Jusqu'à présent, mes histoires se tiennent, j'ai pas eu d'incohérence dans l'histoire, donc je prends la correction simple. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il faut un correcteur professionnel. Alors votre tante, votre cousin Germain qui est professeur de français, même s'il est agrégé de français, etc., n'est pas un correcteur. Il corrige les fautes, donc correction banale. Par contre, il faut quelqu'un qui a un œil extérieur. Moi, je l'ai toujours fait pour la bonne et simple raison que quelqu'un qui est extérieur ne va pas prendre de gants si par exemple il y a un mot qui est trop répété souvent, ça peut arriver chez les auteurs, parce qu'on a des marottes. Voilà. On a tous des marottes, on a tous des mots marottes, donc voilà, et qui ne va pas se poser la question, qui ne va pas prendre de gants pour vous dire bon, c'est bien gentil, ton mot là, mettons Hux. Ton Hux là que tu cales partout, c'est bien mignon, mais tu connais pas les synonymes. Voilà, il se mettra pas de gants. Par contre, votre tantine, votre soeur, votre cousine, elle va vous le dire, mais
Voilà, et vous n'allez pas forcément progresser, vous n'allez pas forcément vous remettre en question sur la prochaine fois quand vous allez rédiger ou écrire en vous disant ouais, peut-être que ce mot, il faudrait quand même que je tape dans le dictionnaire des synonymes quand même, minimum, voilà. Et puis ça fait progresser aussi à l'intérieur de la tête. Donc surtout, point 5, ayez un correcteur, une correctrice pro. Il y a des structures pour ça. Alors attention, hein, pas à ceux qui se lancent en freelance, enfin, il y a des très bons freelance, mais je veux dire pas la voisine d'à côté ou machin, sauf si elle a pignon sur rue, qu'elle a un numéro de tirette, qu'elle se fait payer correctement, qu'elle a déjà fait des corrections. N'oubliez pas les écrivains publics, il y a des écrivains publics qui font des corrections, qui sont donc des pros, hein, voilà, donc moi j'ai des amis hein, parmi moi je pourrais le faire, hein, mais c'est pareil, il y en a une, c'est une amie, donc je ne veux pas l'impliquer, en plus elle est auteure elle-même, donc c'est un peu compliqué. 6. Réalisation de la couverture avec des éléments pro, ça il faut un graphiste, voilà. J'ai fait sans graphiste pendant quelques années. Alors il y a quelqu'un qui m'aidait pour la couverture, elles n'étaient pas moches, mais vous sentez tout de suite la différence quand vous prenez quelqu'un de pro. J'ai travaillé très longtemps, jusqu'à la dernière couverture avec Brian Meron, que je remercie encore de sa collaboration avec moi. Voilà, on a décidé tous les deux que lui allait se consacrer sur plus la branche qui lui sied le mieux, c'est-à-dire tout ce qui est fantasy, machin, etc. Et moi, pour le prochain, c'était vraiment pas ça. Et je sais que j'allais le faire galérer. Donc je lui ai dit, écoute, on verra plus tard si j'ai un truc qui colle dans ta branche que tu as décidé de te spécialiser. La prochaine, ça sera avec les graphistes de Auto Karénine, donc c'est eux qui font ma correction. Ils ont aussi un département graphiste. Voilà, mais c'est des graphistes pros. Et j'y tiens. Voilà, et je tiens surtout, alors après chacun fait ce qu'il veut, moi je leur donne des éléments, c'est-à-dire je leur donne des images, je leur donne des détails à mettre sur la couverture, la quatrième ou la couverture, enfin la première ou la quatrième, j'impose quelque chose, voilà, vraiment je veux absolument que ça soit fait comme moi je veux, parce que je veux que le lecteur, soit avant, soit après lecture, regarde la couverture et se disent ah punaise, le détail je l'avais pas vu, ah la pourriture. Ce qui s'est passé dans plusieurs de mes couvertures, voilà, comme Le Secret de Cassian ou De Retour en URSS, etc. Enfin, il y en a eu d'autres, hein. Carl et Nina, Le Chemin, etc. Voilà. Après, il y a eu des couvertures très sobres, hein, Anne Brera et La Chute de Yann. La Chute de Yann, c'est parce que je ne pouvais pas me payer la photo que je voulais. Voilà. C'était une photo de Kappa, et c'était impossible que j'ai Kappa sur ma couverture, sauf à être peut-être dans une grande maison d'édition. Voilà. Donc j'ai, entre guillemets, décidé volontairement que ces deux-là seraient très sobres, noir et blanc, avec un truc voilà, encadré, mais toutes les autres, c'est pro. Voilà. Tout ce que je peux vous proposer, c'est ça. Après, si vous avez un graphiste pro dans vos connaissances, mais qui n'a pas pignon sur rue, enfin qui n'est pas, voilà, qui travaille comme graphiste dans une grande boîte pour dessiner des voitures, c'est un graphiste. Alors, ou un illustrateur, j'y ai pensé. Pour Le Secret de Cassian, j'avais pensé à ça. À prendre un dessinateur ou un illustrateur. Voilà, ça peut arriver. Hein. Il y en a un ou deux de couverture à venir. Il y en a une où je verrais bien travailler avec un illustrateur. Voilà, mais professionnel. Je sais, ça coûte de l'argent. Que ça soit la correction ou les pros, en gros, là j'en suis à peu près pour le prochain. Alors ça dépend du nombre de mots pour la correction, blablabla. Mais en gros, j'en suis pour 1200, 1300 euros. Voilà, donc c'est quand même un investissement. Il faut que vous soyez balance. C'est là que je vais dire, côté sous, il faut que vous soyez à l'équilibre. Voilà. La première fois, vous allez investir, peut-être à perte. Mais il faut que vous soyez sûr de ça. Voilà. Si à la fin de l'exercice N plus 1, parce que moi c'est celui de précédent qui finance celui d'après. Si à la fin vous êtes moins pendant 1 an, ça va. 2 ans, commencez à vous poser la question en vous disant bon, c'est peut-être parce que j'ai un mauvais service de diffusion, ou peut-être que je suis nulle, ou j'ai pas trouvé mon public. Mais n'investissez pas à perte, parce que oui, ça fait très beau, je veux dire, je suis auteur, j'ai un livre, etc. Mais si c'est pour que personne lise votre livre et que vous ayez balancé, à moins que vous ayez de l'argent à perdre, mais je pense que vu les temps modernes, on n'a pas trop d'argent à perdre. Cette mise en forme, et comment fais-tu pour faire la mise en forme, et comment fais-tu pour l'imprimeur? Alors, la mise en forme, je la fais moi, j'ai ma maquette, je ne travaille que sur ma maquette, c'est ma maquette à moi, que ça soit les marges en haut, en bas, sur les deux côtés, à droite, à gauche, que ça soit l'interligne, que ça soit la façon dont j'ai harmonisé mes pages
avant le texte, que ça soit, voilà, parce que moi je commence toujours avec le titre, puis en plus après le titre et mon nom sur la page après, et puis il y a forcément 2 pages l'une après l'autre avec des citations. Voilà, il y a ma bibliographie qui est toujours au verso d'une des citations, etc. Il y a évidemment la petite mention, tout personnage, machin, bibu, avec les lois, propriétés, tout ça, qui est toujours au verso d'une page. Et après, je commence le texte. Et c'est pareil, je fais toujours les remerciements à la fin. Et à la fin, dernier, comme vous voyez dans tous les livres, il y a le nom, l'adresse de l'imprimeur, le numéro SBN, etc., qui a travaillé sur le bouquin, etc. C'est ma maquette à moi. Après, chacun est libre de sa maquette. Il y a des logiciels qui ont des maquettes intégrées. Et il y a des imprimeurs qui ont des maquettes. C'est-à-dire selon l'imprimeur que vous choisissez. Alors imprimeur libre, au choix du roi, ou imprimeur, que ça soit une plateforme. Voilà, moi j'ai utilisé The Book pour l'instant. J'en suis satisfaite parce que je trouve que leur prestation et leur qualité de papier, de couverture, d'impression est très bonne. Que ça soit Amazon, quelle que soit la plateforme ou l'imprimeur que vous faites, quelquefois ils ont une maquette. Je sais plus quelle est la plateforme d'impression là qui a une maquette. Ils vous donnent leur maquette et il faut que vous pliez sur leur maquette parce qu'en fait ils ont un lancement, une impression préétablie. Donc voilà, The Book ne m'emmerde pas trop pour ça. Ils ont juste pour la couverture. Voilà, il y a un cadre imposé, il y a un canevas imposé, il y a un gabarit imposé pour la couverture. Pour la mise en page, vous pouvez mettre 2 lignes dans la page, ils ne vont pas vous ennuyer. Par contre, il faut que ça soit cadré comme un livre, selon le format que vous utilisez. Voilà, il y a plusieurs formats dans les livres. Moi, c'est le 21-14. Il y a des gens qui mettent plus grand, il y a des gens qui font poche. Voilà, mais mise en forme, c'est moi. Et imprimeur, j'ai décidé que c'était The Book, mais je vous dis, après, vous êtes libre de pouvoir démarcher un imprimeur. Il faut avoir de la place parce que vous n'allez pas commander 2 livres, il va falloir en commander un certain nombre. Donc si vous avez la place, tant mieux. Moi, voilà. Après, si vous avez besoin de livres parce que vous faites tous les salons et que vous n'allez pas le diffuser ou que vous ne voulez pas le mettre sur internet, que vous voulez faire que de la vente, on va dire face à face, vous pouvez aller voir un imprimeur. Il y a plein d'imprimeurs, il y a des petits imprimeurs français qui sont très très bien. Allez voir dans vos régions, dans votre département. Regardez dans les magazines quels sont les imprimeurs de cartes, etc. Il y a plein d'imprimeurs. Voilà. Et il y a même des imprimeurs genre, vous savez, les boîtes à photocopie qui font impression aussi, qui font du très bon boulot. Moi j'en ai une, elle fait du très bon boulot. Alors je ne l'utilise pas autre que pour des choses personnelles, machin, mais pas pour les livres. Mais je sais elle tire des mémoires de médecine, et quand je les vois faire, la couverture est nickel, la mise en page est sublime, vous pourriez faire des livres avec, hein, parfait. 8. Retouche, suite, correction. Alors, oui, quand je reviens des corrections, généralement, il n'y a qu'un envoi. Elle me fait une correction de tout le roman, elle me l'envoie. J'accepte ou pas les corrections qu'elle m'a fait sur les mots, sur une virgule, sur un truc, etc. Enfin bon, bref, que les corrections, je vous dis, grammaticales, lexicales, machin. J'accepte ou pas. Voilà, je suis libre de dire non, je veux pas changer ce mot, non, je veux garder la phrase comme elle est. Un gros, on va dire, alors j'ai pas énormément de corrections, il faut dire. J'ai jamais eu de passage à reprendre, j'ai jamais eu où quelqu'un m'a dit ça veut rien dire ce truc, c'est ni queue ni tête, etc. Non, non, généralement c'est parce que oui, comme je vous dis, j'ai des marottes, j'ai des trucs, donc et puis je suis dyslexique, très légèrement je le suis, donc il y a des mots où je sais que je l'ai employé, que c'est pas celui-là. Voilà. Le fallu-valu, alors là celui-là c'est très, une fois sur 2 je l'ai mal, je le vois fallu et je l'écris valu. Ah oui, mais c'est ça, hein, le problème, ou alors d'inversion des lettres. Et je ne les vois pas, donc ça c'est très très compliqué. Mais ça c'est ce que j'appelle la correction Lisa. Lisa. C'est des trucs, voilà, je sais que elle va tomber là-dessus. Et donc les correctrices ou les correcteurs qui ont l'habitude de moi, ils savent. Voilà, donc ils s'affolent pas. Généralement, je accepte 90% des corrections. Il y a des choses où je dis non, je garde comme ça. Et c'est mon choix, je veux dire. Après, s'il y a des lecteurs qui me disent bah oui, mais c'est Bibi qui décide aussi, voilà. Mais je fais qu'une seule fois et je lui renvoie une fois corrigé, fini, validé, en disant voilà. Mais généralement ça revient pas.
Voilà, donc si ça revient pas, c'est que c'est ok. 9, on m'a demandé comment tu fais pour vendre à des tiers, que ce soit en plateforme directe, etc. Alors, sachant que si vous faites un livre et que ce n'est que pour votre famille, c'est-à-dire que vous allez le distribuer à papy, mamie, les cousins germains, etc. et qui vont peut-être vous donner une piécette, vous n'avez pas besoin d'avoir un numéro ISBN. Par contre, dès que vous allez le vendre à l'extérieur de votre cercle familial, et quand je dis vendre, c'est vraiment vendre des pépettes. C'est pas, vendre, même à l'intérieur de votre structure familiale, il faut pas que ça soit une somme, à la rigueur, si papy, mamie vous donne 10 euros parce que vous avez donné le livre de poésie, bon bah à la rigueur, c'est comme des étrennes. Par contre, dès que vous le vendez, non, vendez, vous rapportez de l'argent, déjà il faut le déclarer. Je rappelle que tout ce que vous touché doit être déclaré aux impôts. Non, c'est pas un apport de salaire, hein, on est bien d'accord. Il faut un numéro ISBN. Le numéro ISBN est à demander auprès de la CNIL. Voilà, j'essayerai si j'y pense à vous mettre le lien sur la CNIL. Vous demandez, alors moi j'ai l'habitude d'en demander depuis des années, X années, donc je n'ai plus qu'à faire une demande de renouvellement et j'ai ma petite portion qui m'appartient. Et donc en fait il déroule les chiffres après. La création peut prendre, attention, entre 2 et 3 semaines selon. Moi, ça peut prendre moins, des fois, ça dépend des demandes qu'ils ont. Mais généralement, la première fois, c'est entre 2 et 3 semaines. Donc, prévoyez large, parce que vous ne pouvez pas lancer votre bouquin s'il n'est pas avec un numéro ISBN. Voilà. Après, c'est obligatoire si vous faites de la vente en salon, si vous faites de la vente aux particuliers, si vous faites de la vente sur Internet. Voilà, c'est obligatoire. Voilà, surtout faites attention. Moi, ça m'est arrivé en salon de voir des livres qui étaient vendus et qui n'y avait pas de numéro ISBN. Alors les gens au début de l'auto-édition peut-être ne savaient pas, mais c'est obligatoire. Si vous allez sur n'importe quel site de auto-édition, si vous voyez comment éditer un livre, c'est écrit. Hein, voilà, il y a même généralement les liens affiliés, donc n'oubliez pas. Il faut bien sûr apposer le code barre sur la 4e de couverture. On est bien d'accord. Et ça, c'est le travail du graphiste. Mais il faut lui fournir le code barre. Ou alors lui donner l'USBN pour qu'il aille chercher le code barre, qu'il génère le code barre. Ensuite, 10, on m'a dit, comment fais-tu pour contrôler que tout est bien. On m'a parlé d'un BAT, je ne sais pas ce que c'est. Alors, BAT, c'est bon à tirer. Moi, je le fais automatiquement. Il y a des gens qui ne le font pas. Quand j'ai fini, que la couverture est faite et que la correction est faite, je fais tirer un exemplaire à l'imprimeur pour moi. C'est-à-dire le livre final, avec sa couverture, avec sa mise à page, etc. Comme si c'était le livre que j'allais donner à quelqu'un. Généralement, ça me permet de le relire en diagonale pour voir si, par exemple, il n'y a pas un mot, une marge qui est décalée, qui n'est pas alignée, un saut de page. Ça peut arriver hein, sur vous envoyez un fichier, ça peut arriver qu'il y ait un saut de page et qu'il y ait une page blanche. Moi, ça m'est arrivé une fois, je me suis dit, merde, voilà, un retour ligne bête que vous avez fait, et que vous n'avez pas, vu sur l'écran, parce que sur le Word ou sur Page, ou le logiciel que vous utilisez pour travailler, vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce qui peut arriver aussi les mots, des coupures de mots qui ne vont pas. Voilà, ou alors une ligne, tout est aligné, puis il y a une seule ligne qui a un retrait qui n'est pas aligné, vous savez pas pourquoi. Voilà, ça fait pas très très beau. Ou alors les dialogues qui un coup sont comme ça, un coup sont comme ça, et là vous dites, c'est quoi ce bordel? Ça m'est arrivé, et alors c'est c'est pas compliqué à faire, mais c'est très chiant. Voilà, et puis la couverture, voir si les couleurs plaisent, pour voir si tout est bien aligné, parce que vous avez envoyé la maquette, vous avez envoyé le gabarit, mais est-ce que ça tombe bien sur tout? Est-ce que ça remplit bien l'espace? Est-ce que au final, une fois que vous l'avez vu à l'écran, mais sur le papier, est-ce que ça rend le même rendu? Voilà, c'est pour contrôler l'ensemble du livre, pour voir si ça va. Alors généralement j'en tire 2. Plus que le deuxième va directement à la Bibliothèque nationale de France. Je rappelle, si vous vendez le bouquin, si donc vous avez un numéro ISBN, il faut une déclaration, un dépôt au service des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France qui est en ligne. C'est un logiciel, enfin c'est un service qui est en ligne, un département en ligne. Vous devez créer un compte auprès de la BNF. Vous êtes identifié, donc là aussi prévoyez comme la CNIL, hein, quelques jours, une semaine ou une semaine et demie pour qu'il vous génère un profil.
Vous y allez, vous inscrivez tout ce qu'il faut et après vous déclarez en ligne. C'est pas difficile, hein, il n'y a qu'à déclarer un manuscrit. Vous rentrez ce qu'on vous demande. Le titre, l'auteur, le numéro ISBN, le nombre de pages, les dimensions, l'épaisseur aussi, etc. Et donc vous déclarez, ça génère un papier qu'il faut envoyer à la BNF avec un exemplaire de votre livre. Vous n'envoyez pas que le papier, le bouquin aussi. Et attention, je le redis parce que la Poste, nos amis de la Poste ne sont jamais au courant de rien. Alors ça, c'est les points 10, 11 et 12. Hein. Nos amis de la Poste, de temps en temps, ne sont pas trop au courant de leurs propres lois ou règles. La franchise postale est en cours auprès de la BNF. C'est-à-dire que la BNF, sur le site, quand vous allez générer votre papier en bail écrit, envoyé, il y a l'adresse de la BNF, service manuscrit, enfin service dépôt de livres, etc. Enfin, ça va effectivement c'est service dépôt de livres. Et dessous, il y a écrit franchise postale. Vous avez le code de l'article, donc l'article du code du patrimoine, etc. Il y a un code. Vous faites, alors vous pouvez désormais générer l'enveloppe. Alors, ça génère une étiquette avec écrit l'endroit où votre nom, machin, etc., le déposant, l'adresse de la BNF, et en haut, franchise postale avec le code du patrimoine, etc., qui vous oblige. Une fois sur deux, quand vous allez à la poste, les blaireaux, enfin surtout dans mon coin, la première fois, ils m'ont dit « Mais elle n'est pas affranchie, le truc ?» Mais non, il y a une franchise postale. Ah oui, mais il faut affranchir. Ah bah j'ai dit non, une franchise postale, c'est que vous n'avez pas besoin. Vous êtes sûr? Ah bah oui, si la Bibliothèque nationale de France me dit qu'il y a une franchise postale et qu'ils génèrent eux-mêmes, ça veut dire qu'en gros, ils le savent. Ah non, attendez, je vais me renseigner. Donc la plupart du temps, vous allez peut-être une fois galérer. Si vous avez l'habitude, après, ils vous emmerdent plus. Enfin, moi, maintenant, voilà, quand ils me voient arriver, déjà, ils auto-stressent en se disant putain, c'est encore elle. Voilà, parce que moi, j'ai vraiment des gros blaireaux chez moi à côté. Mais voilà, ils savent. Alors maintenant, pas dans toutes les postes, pas tout le monde le sait, donc armez-vous de patience hein, en leur disant si. Ah oui, une franchise postale par la Bibliothèque nationale de France, c'est officiel. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, non mais parce qu'ils en sont à vous dire, vous êtes sûr, machin, mais c'est un livre, il faut le peser d'abord. Non, franchise postale. Parce que toute déclaration auprès de la Bibliothèque nationale de France est gratuite. Alors ensuite n'ayez pas peur, selon l'arrivage, la Bibliothèque nationale de France peut mettre entre 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, et presque 2 mois avant de vous envoyez le récépissé de votre déclaration en ligne. Voilà. Mais vous l'avez envoyé, vous avez envoyé votre bouquin. Alors, si vous ne pouvez pas faire de suivi dessus, mais enfin, dans la théorie, on va faire confiance à la poste pour l'acheminer correctement. Parce qu'en plus, il faudrait payer un suivi sur une franchise postale. Non, mais eux, voilà. Parce que moi, on m'a dit ah, mais si vous voulez être sûr, vous mettez un suivi. Je dis attendez, j'ai une franchise postale, je ne paye pas. Et vous voulez me faire payer un truc qui est autorisé par la loi, enfin je veux dire à un moment donné arrêtez de gagner du fric surtout. Voilà, donc ça peut prendre, je vous dis, 1 semaine à 1 mois et demi, généralement c'est sous 3 semaines, 1 mois grand maximum. Alors vous n'êtes pas obligé que ça soit réceptionné par la BNF pour le mettre en vente. Par contre, moi je vous conseille de le faire. La dernière fois, voilà, le dernier là, Monte vers l'idéal, ça s'est enregistré 1 semaine avant. Le recueil de poèmes de Legendre a été réceptionné 1 mois après. Voilà, mais je l'avais déclaré, il était déjà déclaré officiellement, etc. Voilà, donc et la BNF, sachez-le, quand ils enregistrent votre livre, il y a beaucoup de sites en ligne, donc ça va de Cultura à la Fnac en passant par Amazon, etc., qui récupèrent, qui extraient les SBN et qui mettent le livre, qui le, entre guillemets, référencent sur leur site. Alors c'est pas vraiment un référencement parce qu'ils ne le vendent pas, mais vous pouvez le trouver. Voilà, parce que ça génère, la BNF génère un petit encart tous les mois, toutes les semaines, pour montrer les livres qui sortent. Voilà, donc il y a beaucoup de sites qui automatiquement, même les libraires, vont piocher sur ce truc de la BNF, sur le catalogue de sortie, parce que c'est quelque chose d'officiel. Sachant que vous aurez votre livre sur les rayonnages, enfin rayonnage, faut pas rêver, hein, vous allez être dans un carton.
hein, au fond de la Bibliothèque nationale de France, ou dans les sous-sols, parce que vous n'êtes pas à Victor Hugo. Voilà. Mais si demain vous allez à la BNF et que vous demandez théoriquement de Lisa Giraud-Taylor, dans le catalogue, j'y suis. Voilà, donc ils doivent, si vous les demandez avant, ils peuvent vous les sortir. Voilà. Ça fait bien pour l'éternité d'être à la BNF. Enfin, c'est pas du tout... ne vous méprenez pas. C'était une pointe d'humour. Hein. Voilà, c'est aucun ego, la fille, hein, rien à carrer. Perso, hein, y a des gens qui comprennent pas quand je leur dis ça, mais je n'ai aucune ambition démesurée ou autre que d'écrire mes romans et d'avoir 2 lecteurs. Et je n'ai pas d'ego. Personnellement, s'il y avait pas mon nom sur la couverture, ça me posait pas de problème. Voilà, je préfère que le titre soit en gros et que que la couverture du roman soit la priorité, pas ma tranche. Voilà, c'est très souvent je râle quand les journalistes me disent il faudrait une photo avec votre tête. Rien à carrer. Donc j'envoie toujours la même photo, entre guillemets officielle, et je leur dis toujours mettez plutôt la couverture en gros, parce qu'en fait en gros c'est la couverture que tu vas regarder, c'est le livre que tu vas acheter, c'est pas moi que tu achètes. En plus moi je suis hors de prix, mais je vous coûterai une blinde. Donc 13 publications sur le site. Alors bon, évidemment, une fois que vous l'avez mis en ligne sur votre plateforme, bah, vous allez le générer comme actif. Alors, vous pouvez aller l'inscrire. Alors il faut payer. Hein. Il y a des structures qui référencent auprès des libraires, comme Dilicom, machin. Voilà, moi j'en ai une de structure qui référence sur une certaine partie des libraires indépendants. Ce qui peut faire que, effectivement, quand il est sur ce site-là, si quelqu'un va à la librairie et demande mon livre, il peut me le commander. Alors, il me le commande directement, généralement, ou il peut le commander auprès de The Book. N'oubliez pas les 30% pour les libraires. N'oubliez pas, dans le prix de votre livre, ça c'est important, dans le prix de votre livre, comptez 30% de marge. Alors, je sais que dedans, il y a les droits d'auteur. Perso, en droit d'auteur, je prends entre 8 et 10% du prix TTC. Voilà. Pour moi, pour Bibi. Parce qu'il faut penser que vous avez quand même les frais d'impression, parce que ça coûte, hein, allez voir sur un truc les frais d'impression. Il faut penser aux 30% des libraires, parce que si vous voulez le vendre, que ce soit à un libraire, que ce soit en ligne, que ce soit par une structure, un libraire a droit à 30%, minimum à 30% de marge. Voilà, sur votre prix de livre, il faut lui en donner 30%, faut lui vendre 30% de moins pour qu'il puisse avoir sa marge. Je rappelle qu'un libraire, ça doit gagner sa vie, hein, ça ne vend pas à perte. Donc n'oubliez pas dans le prix. Donc votre part de droit d'auteur, la part du libraire et l'imprimeur. Une fois que vous avez ça, à la rigueur, vous pouvez rajouter, alors moi je le fais pas, mais il y en a qui rajoutent les frais de fonctionnement parce qu'ils ont des choses à payer, d'autres, etc. Moi je le fais pas. Donc ce que je vends, je ne récupère que 8 à 10% du prix de vente de mon bouquin. Voilà. Donc la plupart du temps, ils sont entre 13 et... Bon, alors à part... on est bien d'accord, à part de Retour en URSS qui était à 23, mais vous avez vu la taille du bestiau. La plupart, ils sont entre 13 et 17-18. Bah, vous calculez, je suis entre 8 et 10% mettons, de 15 euros par livre, hein. Voilà, donc il faut en vendre pour arriver à l'équilibre, et puis surtout il y a les libraires, voilà. Non, n'hésitez pas, je sais que c'est compliqué quand vous êtes en auto-édition, les libraires ne vous prennent pas, il y a plein de libraires qui n'acceptent pas, ou alors en dépôt-vente mais au fin fond à droite, et ils ne le lisent jamais, et honnêtement, à moins que vous ayez toutes vos copines et vos lecteurs qui débarquent dans la librairie en disant moi je veux, ils s'en foutent, hein. Voilà, il y en a encore qui jouent le jeu, il y a encore des libraires indépendants qui jouent le jeu, qui acceptent de lire votre bouquin en disant bon ok, je vais le lire, s'il me plaît je le prends, s'il me plaît pas je le prends pas, voilà, ou alors il faut faire le forcing, ou il faut avoir déjà beaucoup de succès en auto-édition, et à ce niveau-là, si vous avez beaucoup de succès et qu'ils voient que vous vendez beaucoup, ou que vous avez une fanbase qui réclame beaucoup de choses, par exemple quelqu'un qui va régulièrement venir à la librairie pour acheter un roman, ou qui va demander des nouvelles, ou qui va dire ah mais tiens ça serait bien que j'ai la dédicace de telle personne,
ça leur met la puce à l'oreille. Si personne ne vous réclame en librairie, les gens n'ont rien à foutre. Hein, non, voilà, donc c'est comme ça. Moi j'ai quelques librairies en France qui me suivent régulièrement, qui m'achètent à chaque fois qu'il y a un truc de sortie, qui me réassortent aussi dans l'année. Mais voilà, quand vous allez taper dans une librairie, même la mienne ne m'a jamais récupéré. Hein. Elle m'a dit ah non mais nous on fait pas les auto-édités. Voilà, alors que je leur achète des bouquins tous les mois. Donc c'est pas parce qu'ils vous connaissent qu'ils vont vous vendre. Hein, et voilà, c'est ça. Après il y a le bouche à oreille. Après voilà, c'est service de diffusion. Mais vous avez un site, si vous êtes sur Amazon, vous avez une structure. Si vous êtes sur un autre, sur The Book, vous avez une passerelle. Il y a un site, un blog, un Instagram à la rigueur, un TikTok, ce que vous voulez en fait, une page Facebook aussi de vous, pour montrer vos trucs, que vous puissiez diffuser, c'est-à-dire que vous puissiez envoyer à vos amis et que vos amis puissent dire ah bah tiens je vais partager avec mes amis. Voilà, le bouche à oreille marche bien. Les groupes de lecture, les groupes pour les sorties littéraires sur Facebook, c'est beaucoup de bruit pour rien en tous les cas, parce que à part quand vous êtes très connu, que vous êtes dans une maison d'édition. Ça c'est une autre chose. Hein. Honnêtement, les auto-édités, vous en voyez tous les jours des gens qui passent. Tous les jours, il y a des gens qui sortent leurs bouquins qui sont meilleurs que le vôtre, etc. Et qui ont une meilleure pub parce qu'ils savent mieux faire de la com ou qui savent mieux se vendre. Moi, je sais pas me vendre, hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est un gros problème. Mais ceux qui savent très bien le faire, ils vont arriver avec leur truc, leur structure, leur truc léché, peut-être fait par un pro, etc. Et donc vous, à côté, voilà, c'est noyé par la masse. Donc ne croyez pas que parce que vous allez aller sur un groupe où il y a 30 000, 50 000, 100 000 personnes sur le groupe, que vous allez vendre 100 000 livres. À la rigueur, sur un groupe de 30 000, si vous en vendez 4, vous allez être vachement content. Hein, voilà. Sachant que généralement, alors ça c'est le grand problème actuel des gens qui ne savent pas se tenir, c'est que quand vous faites la publicité de votre bouquin, vous avez toujours au moins 2 ou 3 personnes sous votre bouquin, qui est là pour faire de la pub à vous, hein, je rappelle, qui dans le commentaire vous disent ah mais tiens tu parles de ça, mais moi mon livre, et ils mettent leur livre. Voilà, donc là vous êtes en train de vous dire bon bah tu me prends pas en compte, donc vous avez soit solution, soit vous barrez son commentaire, vous lui dites non mais attends c'est mon bouquin qu'on vante donc merci de retirer ta publicité, et les gens s'offusquent, mais pourquoi, mais oui mais tu comprends, si on s'entraide pas, non tu m'aides pas là, tu me plombes parce que tu mets ton livre sous le mien en disant que toi aussi tu parles de ça, donc en gros non, donc soyez respectueux. Déjà c'est très compliqué quand on est en auto-édition, il y a de l'auto-édition on va dire que je considère un peu pro comme la mienne, où vous avez une correctrice, un graphiste pro, où vous payez vos prestations, vous faites attention, etc. Et vous en avez certains qui arrivent, qui ont fait ça à la machine à bricole, et qui ont bidouillé leur couverture et qui vous disent, qui arrivent et qui sont en machine. Alors il y a des très bons vendeurs, hein, il y a des très très bons vendeurs, des camelots un peu comme dans les foires, vous savez, ah mon poisson il est beau, ou alors ah mon tranche légumes c'est super et tout, qui arrivera à vous faire acheter un 3e tranche légumes dont vous en avez rien à foutre. Et il y a les gens comme moi qui diffusent normalement, qui pensent que ça peut intéresser mais qui sont noyés dans la masse. Voilà, donc faites attention selon la diffusion que vous voulez faire. La communication, ne vous gênez pas d'envoyer un mailing aux gens que vous connaissez. N'envoyez pas non plus à tout votre carnet d'adresse parce qu'il y a des gens qui en ont rien à faire et qui risquent de le prendre mal. Mais vous allez vous construire un réseau. Petit à petit, il y a des gens qui vont s'abonner, qui vont vous demander des news, etc. Demandez-leur si vous pouvez les mettre dans la newsletter d'annonce de votre bouquin. Ils vont pas vous dire non si vous aimez bien. Donc vous les mettez et un mois avant, vous envoyez un espèce de communiqué de presse, ou si vous ne savez pas faire un communiqué de presse, vous envoyez juste la photo de votre bouquin avec le résumé, le numéro ISBN, le prix et l'endroit où on peut l'acheter. Vous leur envoyez en disant merci de regarder, machin. Voilà, donc vous diffusez. Après, vous avez des trucs de diffusion, hein, les Dilicom, les machins, vous avez Amazon, vous avez... Bon, après, il y a des prestations qui se payent. Je rappelle que faire référencer sur la FNAC, etc., Amazon pour avoir un quota dans les locaux d'Amazon pour que ça soit envoyé, etc. Or, si vous êtes chez déjà Amazon, si vous ne l'êtes pas, ça se paye ce genre de truc, et faites attention, il y en a certains qui vous prennent 45% du prix de vente. Voilà, donc plus les frais d'impression que vous avez déjà peut-être payés, plus le prix
d'acheminement des bouquins, parce que c'est vous qui payez, hein, le prix d'envoi des bouquins, c'est pas eux. Donc faites attention, c'est quand même un gros truc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent sur Amazon, parce que c'est beaucoup plus facile à référencer, à se faire diffuser, parce que forcément c'est eux qui vendent eux-mêmes leurs bouquins, donc ça va vite. Quand vous êtes comme moi sur une autre structure, ils vous regardent de haut, hein. Voilà, donc, mais après vous choisissez votre manière de faire, c'est votre communication, c'est votre diffusion, vous faites ce que vous voulez. Et après vous faites de la pub. Alors si vous connaissez des gens qui veulent bien lire votre livre en amont, qui veulent faire un article, etc., faites-le. Il y a des structures, moi je me suis sur Simplement Pro, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant « Ah, j'avais déjà tout couvert ton livre, est-ce que ça te gênerait de me l'envoyer en SP ?» etc. Faites attention aux SP, hein, parce que maintenant c'est la grande mode des SP partout. Et il y a beaucoup de gens qui demandent des SP, alors que ça soit papier ou numérique. Et il y en a qui jouent le jeu, il faut être honnête, il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui ne le jouent pas. Voilà. Moi, j'ai la chute de Yann, il y a quelqu'un qui l'a depuis 2019 qui ne l'a jamais lu, qui l'a eu en papier, hein. Avant, je faisais du papier, maintenant, la plupart du temps, je fais du numérique, parce que je me suis aperçue que c'est un budget, le papier, hein, aussi, ça vous coûte, hein. Voilà, donc chaque truc, voilà, vous perdez, vos droits d'auteur sur le bouquin que vous envoyez, je rappelle, voilà, parce que c'est au prix de l'imprimeur, hein, donc voilà, et puis la plupart du temps, si vous l'envoyez, vous avez quand même les frais de poste, vous avez, voilà, donc il y a pas mal de frais, donc ça fait quand même une belle enveloppe. Si c'est pour avoir des gens qui vous disent ouais j'ai tellement de SP que j'ai pas eu le temps machin, parce que en fait vous passez après les maisons d'édition, après les partenariats, après tout, voyez ce qui est le mieux pour vous. Est-ce qu'un article, 10 articles, ça vous a fait plus vendre qu'un seul? Voilà. Moi perso, et je remercie tous les gens qui ont fait des pubs, enfin des posts, que ça soit sur Facebook, Instagram, sur leur blog, etc., qui en ont parlé sur leur chaîne, etc., enfin de la sortie, des sorties des romans précédents et même du dernier. Je me suis aperçue que honnêtement, côté vente, ça dépasse, le retour sur la vente n'est pas énorme, hein. En gros, s'il y a une ou deux personnes qui achètent après le post, parce que beaucoup de gens disent « Ah, je vais le mettre dans ma wishlist. Ah, je l'achète. » Mais en fait, vous ne voyez pas du tout la vente. Les gens disent « Je vais acheter. Ah, je vais l'acheter. C'est un truc qui me tente, etc. » Mais ils le mettent dans une espèce de wishlist numérique qui est alimentée tous les jours par des dizaines de livres et ça oublie. Voilà. Alors, il y a des gens qui achètent. Il y a des gens qui vous font pas de pub, mais qui vous font un retour. Et ça, honnêtement, moi, j'ai des lectrices qui achètent, mais qui n'ont pas de réseaux sociaux, ou en tous les cas qui ne diffusent rien sur les réseaux sociaux, qui suivent des gens, mais qui ne diffusent pas sur leur truc, et qui me disent, j'ai lu votre livre, j'adore, machin, ou qui n'aiment pas, voilà, mais qui disent, moi, je ne mets pas sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas mon truc, et tout, mais j'ai jamais quémandé quoi que ce soit. Voilà, si vous voulez le faire, vous le faites. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un qui a eu en SP, mais je veux une critique positive. Non, toutes les critiques sont bonnes à prendre, même la négative, alors que ça soit argumenté, on est bien d'accord, ou pas méchant, pas comme la personne qui l'a fait sur Nbrera et qui a eu un comportement assez peu flatteur, parce qu'elle s'est attaquée juste à certaines choses qui pourraient aller d'ailleurs devant un tribunal vu la façon dont elle l'avait dit. Elle s'est un peu adoucie, elle a modifié le commentaire il n'y a pas longtemps, mais c'est toujours aussi virulent. En gros, c'est de la daube, et qui, voilà, mais c'est des critiques qui sont, comment dire, c'est normal, vous pouvez pas dire aux gens arrêtez de me critiquer, voilà. Donc voilà, ça c'était ce qui était à dire sur le processus de auto-édition, comment on fait. Après l'annonce, vogue la galère, quoi. Enfin voilà, votre livre peut sortir et avoir un succès. Après il faut faire les salons, il faut essayer d'avoir des librairies, il faut avoir des signatures, etc. Mais il faut avoir du temps. Voilà, il faut pas travailler à plein temps. Parce qu'il faut être disponible tout le temps, il faut faire tous les salons. Les salons, ça peut être dans votre coin, mais ça peut être très loin. Il faut avoir le budget aussi, hein. Je rappelle que les salons, sauf si vous êtes très connu et que peut-être que vous négociez votre venue,
Mais à la rigueur, bon voilà, un salon basique de salon, bah, c'est vous qui venez, hein. Donc vous avez les frais d'essence, les frais de transport, l'hébergement si c'est loin. Voilà, quand vous allez donc vous dans un salon en tant que lecteur, bah, vous payez votre billet, vous payez vos frais d'essence, vous payez votre hôtel si vous y allez. Voilà, personne ne vous sponsorise encore. Ou alors si vous avez un partenariat avec un hôtel, vous avez de la chance, mais vous êtes à un autre niveau. Voilà. Mais voilà, vous payez. Donc c'est pareil pour les auteurs. Donc je peux vous assurer que moi là ça fait 2 ans, enfin depuis le Covid j'en fais plus. Mais avant j'en faisais, c'était un budget. Hein. Voilà, et tous les week-ends vous êtes dehors. Hein. Il faut avoir une vie, faut pas oublier d'avoir une vie aussi. Et donc quand vous travaillez comme moi du lundi au vendredi avec des horaires de bureau assez étendus, bah, vous pouvez pas non plus courir la cambrousse toute la semaine. Et donc les week-ends, voilà. Et puis bah, il faut quand même garder des week-ends pour travailler aussi. Voilà, pour rédiger le prochain, pour s'occuper des gens que vous aimez, pour vous aérer la tête. Voilà, donc c'est très compliqué. Moi, j'en connais plein de mes copines auteurs, de mes copains auteurs qui ont arrêté de travailler parce que leur conjoint ou jointe avait un deuxième salaire et pouvait permettre de faire tourner le ménage. Le temps que les dividendes arrivent, et à ce niveau-là, si vous faites tous les salons, que vous faites toutes les conventions, que vous faites toutes les librairies, qu'on vous a truc, là vous allez voir, vous allez en vendre, et donc vous allez générer un chiffre d'affaires qui peut vous permettre d'avoir un salaire. Mais si vous avez qu'un seul salaire et que vous travaillez, etc., c'est très compliqué. Les gens me disent ah mais pourquoi tu n'as pas fait ce salon? Les chatons, moi à la fin du mois il faut que je paye mon loyer, hein, donc voilà. Donc c'est très très compliqué quand vous êtes en auto-édition. Alors évidemment tout le monde vous dira ah mais tu as qu'à chercher une maison d'édition, ouais mais j'ai pas envie de. Alors déjà, des fois, j'ai pas envie de perdre mon indépendance sur les couvertures, mais c'est surtout que bah, les maisons d'édition, à moins d'être un ténor, vous ne croyez pas que vous allez en vendre autant que les grands là. Vous n'allez pas faire 2 millions d'exemplaires, vous n'allez pas être à un tirage à 250 000 unités la première fois. Enfin voilà, vous n'êtes pas Amélie Nothomb, vous n'êtes pas Norek, vous n'êtes pas Bussy ou Lévy ou Musso ou Valogne ou tout ça. Enfin vous n'êtes pas ce genre-là. Vous n'allez pas arriver dans une maison d'édition, ils vont pas penser qu'à vous. Voilà, donc vous allez peut-être être tiré à 2000, 3000 exemplaires, et si vous rentrez pas dans les sous, ils vont pas vous publier le deuxième. Alors vous aurez dit oh je suis édité chez telle personne. Voilà, mais si c'est pour en avoir vendu 100 à votre famille, amis, collègues de travail, voilà. Donc comme j'ai dit, moi je préfère avoir quelques lecteurs, mais des lecteurs qui ne sont pas affiliés à ma famille. Enfin, de toute façon ma famille ne lit pas mes romans, ou à part deux ou trois. Voilà. Alors, deux. Alors, on va dire deux qui lisent sur mes romans. Les autres tamponnent le coquillard. Voilà, mes amis, il doit y avoir 5 amis qui achètent mes bouquins. Les gens que je connais, ils n'achètent pas mes bouquins. Donc, pour vous dire que c'est pas chez mes relations proches que j'ai des lecteurs. Voilà, mais comme je dis souvent, je préfère avoir 10 lecteurs et qui lisent vraiment mon livre et qui me fassent un retour et qui me disent vraiment ce qu'ils ont aimé ou pas. Et qui en parlent autour d'eux, dans leur famille, dans leur cercle, plutôt que 50 ou 500 lecteurs qui l'achèteraient et qui ne le liraient pas et qui n'en auraient rien à faire. Alors bien sûr, ça fait des pépettes. On est bien d'accord. Mais le bon combo, c'est ça, c'est d'avoir une base de lecteurs où vous êtes sûr que les gens achètent pour vous, pour votre style, pour votre univers. Voilà, donc d'ici là, dites-moi si dans les commentaires il y a des questions que j'ai oubliées, que vous voulez que je parle, et éventuellement je répondrai dans les commentaires à votre question. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne SoundCloud et les plusieurs épisodes que j'avais consacrés à l'édition et comment on travaille, et comment on prend et comment on fait, etc. Parce que c'était beaucoup plus détaillé que là, ça a été un peu rapide, même si c'est pas si rapide que ça, parce que ça doit faire encore 45 ou 50 minutes cette merde. Mais bon, voilà, c'était le principe. Allez, d'ici là, merci de vous être intéressé au travail des auto-édités. Soutenez les beaux petits auto-édités, même les plus cool d'entre nous et les plus stars d'entre nous. Honnêtement, voilà, il y a du très bon truc chez les auto-édités. Il faut juste aller fouiller et avoir, on va dire, la curiosité
d'aller parler à un auteur, d'aller voir son univers, d'aller voir comment elle ou il fonctionne. Et vous allez voir que vous allez trouver des gens qui sont vraiment très bons et qui ne sont pas forcément dans les maisons d'édition parce qu'ils ne sont pas forcément allés démarcher, parce qu'ils ne sont pas forcément sûrs que ça intéresse, ou parce que ils ont juste envie d'être indépendants et dans leur coin, et que le gros rouage d'une maison d'édition ne leur sied pas. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Bisous, bisous, à la prochaine fois. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un tag. Je crois, hein. Bon, je suis pas sûre. Bon, enfin, on verra bien.